Il existe un moment dans la vie de certaines femmes où quelque chose cesse sans bruit, pas une rupture, pas une décision éclatante, juste un silence qui s'installe, là où autrefois il y avait des mots, des explications, des phrases murmurées pour apaiser, pour convaincre, pour être comprises. Ce moment passe souvent inaperçu pour les autres, mais pour celles qui le traversent, c'est un basculement, un seuil invisible franchi dans la nuit de sa propre conscience. Et ce soir, c'est de ce seuil que je voudrais vous parler, de ce que Carl Jung aurait appelé une transformation intérieure silencieuse, dont les effets se déploient bien au-delà de celle qui la vit. Ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent n'est pas une théorie, c'est une vérité ancienne, que Carl Jung avait effleurée lorsqu'il parlait de la souveraineté de l'âme féminine et que nos grands-mères connaissaient sans jamais avoir lu un livre de psychologie. Une vérité que vous portez peut-être déjà en vous, à l'état de pressentiment. Elle concerne ce qui se passe dans le lien entre une femme et un homme, précisément à l'instant où elle cesse de se justifier, car dans cet instant, quelque chose de profond se renverse. Et ce quelque chose, personne ne vous l'a jamais expliqué clairement. Imaginez une femme assise dans la pénombre d'un salon, un soir d'automne. Face à elle, un homme attend une explication. Il attend qu'elle se défende, qu'elle argumente, qu'elle se dépeigne sous un meilleur jour. C'est ainsi que les choses se sont toujours passées entre eux. Elle parle, il écoute, il juge, elle ajuste. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Elle le regarde sans rien dire. Elle ne cherche plus à être comprise. Elle ne cherche plus à être absoute. Elle est simplement là, présente, entière, silencieuse. Et c'est lui, maintenant, qui s'agite intérieurement. Ce que cette femme a découvert sans même le théoriser, c'est l'un des mécanismes les plus subtils de la psychologie relationnelle. Celui qui explique est en position basse, celui qui l'observe silencieusement est en position haute. Ce n'est pas une question de domination ni de jeu de pouvoir malsain. C'est une loi presque physique, comparable à celle des vases communicants. Lorsque vous vous justifiez, vous envoyez un message inconscient « J'ai besoin que vous m'approuviez pour être en paix ». Et cette simple information, que vous émettez sans le vouloir, redistribue immédiatement l'équilibre entre deux êtres. Pendant des années, peut-être avez-vous cru que parler plus, mieux, plus clairement, finirait par créer la compréhension que vous cherchiez. Vous avez multiplié les nuances, les reformulations, les précisions. Vous avez voulu rendre votre vérité intelligible. Et pourtant, plus vous parliez, plus vous vous sentiez légère, fragile, à nu. Parce que chaque explication supplémentaire confirmait, dans l'inconscient de l'autre, que son regard sur vous était devenu votre tribunal. Vous plaidiez, et l'on ne plaide que devant quelqu'un qui se tient plus haut. Carl Jung écrivait que l'inconscient parle bien plus fort que les mots. Il parle par la posture, par le rythme de la respiration, par ce qui n'est pas dit. Une femme qui se justifie envoie un signal inconscient bien plus fort que ses paroles conscientes. Elle dit « Votre regard compte plus que le mien. Votre lecture de moi est plus légitime que ma propre connaissance de moi. » Et aucun homme, même le plus aimant, ne peut rester durablement stable face à une femme qui lui donne ce pouvoir-là, parce qu'il finit par s'y installer, presque malgré lui, et par attendre, à chaque échange, cette reddition silencieuse. Il y a, dans l'imaginaire ancien, la figure de la femme qui ne s'explique pas. On la retrouve dans les contes, dans les mythes, dans les récits que Clarissa Pinkola Estés a exhumés des profondeurs de notre mémoire collective. Cette femme n'est ni froide, ni dure, ni hautaine. Elle est simplement habitée. Elle sait quelque chose qu'elle ne cherche pas à transmettre à ceux qui ne peuvent l'entendre. Elle regarde le monde depuis un lieu intérieur, si stable qu'aucun jugement extérieur ne peut véritablement l'atteindre. Ces silences ne sont pas des murs, ce sont des eaux profondes. Et c'est précisément ce que les hommes souvent perçoivent confusément chez une telle femme. Ils sentent qu'il y a en elle une région qui leur échappe, une part qui ne cherche pas leur lumière pour exister. Cela les trouble, cela les attire, et parfois cela les effraie, car nous avons tous appris, hommes et femmes,
à nous rassurer par l'explication mutuelle. Nous parlons pour colmater l'angoisse du vide entre deux êtres. Mais lorsqu'une femme cesse de colmater, l'autre se retrouve face à ce vide. Et dans ce vide, il commence à se questionner lui-même. Observez attentivement ce qui se passe alors. L'homme qui avait pris l'habitude de recevoir vos justifications comme un dû se retrouve soudain sans repère. Il attend, il guette, il interprète votre silence. Et dans cette interprétation, quelque chose de fondamental se renverse. Ce n'est plus vous qui cherchez à savoir ce qu'il pense, c'est lui qui cherche à savoir ce que vous pensez. Le centre de gravité de la relation a basculé, sans un mot, sans un éclat, sans une décision annoncée, juste parce qu'une femme a cessé de demander, implicitement, la permission d'être. Ce basculement n'a rien d'une stratégie, c'est une conséquence. La conséquence naturelle d'un mouvement intérieur que vous avez accompli en vous-même. Vous avez cessé d'avoir besoin de son approbation pour savoir qui vous êtes. Et dès l'instant où ce besoin disparaît, vous retirez à l'autre un pouvoir que vous lui aviez confié sans même vous en rendre compte. Ce pouvoir, vous ne le lui avez pas pris, vous l'avez simplement repris en vous. C'est une restitution intérieure, silencieuse, qui ne nécessite aucune confrontation. Il faut comprendre quelque chose de délicat à ce stade. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles découvrent cette dynamique, la confondent avec une forme de punition. Elles se taisent pour faire souffrir. Elles se retirent pour faire regretter. Elles instrumentalisent leur silence comme une arme. Mais cela n'a strictement rien à voir avec ce dont nous parlons ici. Un silence qui punit est encore un silence qui attend une réaction. Il est encore tourné vers l'autre. Il est encore un langage dissimulé. Et cela, l'inconscient de l'autre le perçoit immédiatement. Il sent la tension. Il sent l'intention. Le silence dont il est question ici est d'une autre nature. C'est le silence de celle qui n'a plus rien à démontrer. Pas parce qu'elle a renoncé à être comprise, mais parce qu'elle a compris que la compréhension véritable ne se négocie pas. Elle se reconnaît ou elle ne se reconnaît pas. Et ce qu'elle sait, au plus profond d'elle-même, est trop précieux pour être dispersé dans des justifications stériles. Elle garde son intériorité comme on garde une source rare, non par avarice, par respect pour ce qu'elle abrite. Imaginez une femme qui, pendant des années, s'est épuisée à expliquer ses choix, ses silences, ses absences, ses humeurs. À chaque tension, elle déployait des trésors de pédagogie intérieure. Elle traduisait son âme en langage acceptable. Puis un jour, sans éclat, elle s'arrête. Non pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'elle réalise, avec une douceur presque triste, que ceux qui ont besoin de tant d'explications ne la comprendront jamais véritablement, et que ceux qui la comprennent n'ont pas besoin qu'elle se justifie. Cette simple clarté change tout. Dans la pensée jungienne, on pourrait dire que cette femme a cessé de projeter sur l'autre le pouvoir d'être son miroir. Pendant longtemps, nous cherchons dans le regard de l'aimé une image de nous-mêmes qui nous rassure. Nous avons besoin qu'il confirme que nous sommes bonnes, aimables, légitimes. Et tant que nous avons ce besoin, nous nous expliquons, nous argumentons notre valeur, nous plaidons pour notre propre existence. Mais il vient un moment où le miroir intérieur devient assez solide pour se passer des miroirs extérieurs. Et ce moment est une libération qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Quand elle cesse d'expliquer, l'homme perd son point d'ancrage. Penchons-nous maintenant sur ce qui se passe de l'autre côté, dans l'inconscient de celui qui partage votre vie ou qui a partagé votre chemin. Tant que vous vous justifiez, vous lui offrez, sans le vouloir, une place confortable, celle de l'arbitre, celle de celui qui détient, même symboliquement, le verdict. Cette place est flatteuse pour l'ego, mais elle est profondément instable pour l'être. Car pour occuper durablement une telle position, il faudrait être soi-même au-dessus de tout doute. Or, aucun homme ne l'est, personne ne l'est. Nous sommes tous, en notre fort intérieur, traversés d'incertitudes. Lorsque vous cessez de lui offrir cette place, quelque chose d'étrange se produit en lui. Il se retrouve, peut-être pour la première fois, seul face à lui-même,
Sans votre justification pour le conforter, il ne sait plus très bien où il en est. Il ne sait plus si ses reproches étaient fondés, si ses colères étaient justes, si ses interprétations étaient exactes. Il avait besoin de vos explications pour confirmer sa propre lecture de la réalité. Et maintenant que ces explications manquent, sa lecture elle-même vacille. Il commence à douter, non pas de vous, de lui. Ce doute masculin, il est essentiel de le comprendre, n'est jamais le but. Il n'est pas une victoire, il n'est pas une revanche, il est simplement la conséquence naturelle d'un rééquilibrage intérieur qui s'est opéré en vous. Si vous cherchez à provoquer ce doute, vous restez prise dans le même jeu, simplement de l'autre côté. Vous êtes encore dépendante de sa réaction. Votre silence devient alors une stratégie et l'inconscient ne s'y trompe jamais. Mais si ce silence naît d'une véritable souveraineté intérieure, alors le doute qui surgit chez l'autre est comme la conséquence inévitable d'un changement de saison. L'homme qui s'habituait à votre mouvement vers lui se retrouve soudain face à une femme qui ne s'élance plus. Elle est là, présente, paisible, mais elle ne tend plus la main pour être rattrapée. Elle ne regarde plus dans sa direction pour voir si elle est encore aimable. Et cette absence de mouvement est peut-être ce qu'il y a de plus troublant pour celui qui s'y était habitué. Parce que l'immobilité d'une femme souveraine n'est pas une passivité, c'est une densité, une présence pleine. Et cette densité, paradoxalement, exerce une attraction bien plus forte que 1000 justifications. Il existe, dans la psyché masculine, une reconnaissance très ancienne de cette densité féminine. C'est ce que Jung appelait l'anima, cette figure intérieure de la femme que chaque homme porte en lui et qu'il projette parfois confusément sur les femmes réelles qu'il rencontre. L'anima véritable n'est jamais suppliante, elle n'est jamais explicative, elle est énigmatique, pleine, reliée à des profondeurs que la conscience ordinaire ne saisit pas. Et lorsqu'un homme rencontre, dans sa vie, une femme qui incarne cette densité, quelque chose en lui s'agenouille intérieurement, même s'il ne le sait pas. Il y a une image que je voudrais vous offrir pour que vous la gardiez avec vous, celle d'une rivière. Pendant longtemps, peut-être avez-vous été comme une rivière qui, à chaque rocher rencontré, s'arrêtait pour expliquer sa course. Elle cherchait à convaincre le rocher de sa légitimité à couler. Elle négociait son passage. Elle s'amenuisait en argumentation. Mais un jour, cette rivière retrouve sa nature véritable. Elle cesse d'expliquer. Elle coule simplement. Et le rocher, face à cette eau qui ne demande plus la permission, se retrouve soudain à devoir composer avec une force qu'il avait oublié de respecter. Cette image, je la trouve belle parce qu'elle ne contient aucune violence. La rivière ne frappe pas le rocher. Elle ne le maudit pas. Elle ne cherche pas à le briser. Elle continue simplement son chemin, avec cette patience liquide qui finit toujours par avoir raison des résistances les plus dures. Et c'est ainsi, me semble-t-il, qu'une femme reprend sa puissance, non pas dans l'affrontement, non pas dans la revendication bruyante, mais dans ce retour à sa propre nature profonde, à son propre cours, à son propre mouvement intérieur, qui n'a plus besoin d'être autorisé. Vous connaissez peut-être ces femmes. Elles entrent dans une pièce et l'atmosphère change imperceptiblement. Elles ne parlent pas plus fort que les autres. Elles ne cherchent pas l'attention, mais elles la captent parce qu'elles sont reliées à quelque chose. Elles ont cessé, depuis longtemps, de chercher leur légitimité dans le regard extérieur. Elles se sont rencontrées elles-mêmes. Et cette rencontre intérieure rayonne d'une manière que personne ne peut imiter, parce qu'elle ne se joue pas. Elle est ou elle n'est pas. On le sent à la qualité du silence qui les habite. Ces femmes n'ont pas toujours été ainsi. La plupart d'entre elles ont traversé des années, parfois des décennies, où elles se sont épuisées à être comprises. Elles ont aimé des hommes qui ne les voyaient pas. Elles ont expliqué leur âme à des oreilles qui n'écoutaient pas. Elles ont porté des relations qui pesaient de tout leur poids sur leurs épaules patientes. Et puis, un jour, quelque chose a cédé. Non pas dans le sens d'une rupture, mais dans le sens d'une mue. Une peau ancienne tombée, un nouveau rapport à soi qui s'est installé, sans bruit, dans la profondeur de leur être. Je voudrais, à ce stade, aborder quelque chose de plus délicat.
Il arrive que des femmes, ayant découvert cette vérité, l'appliquent de manière rigide, presque mécanique. Elles se ferment, elles refusent tout échange. Elles confondent la souveraineté avec le mutisme. Mais ce n'est pas cela. Une femme souveraine peut parfaitement parler, raconter, partager. La différence ne se trouve pas dans le nombre de mots. Elle se trouve dans l'intention qui les habite. Parle-t-elle pour être approuvée ou parle-t-elle pour simplement offrir ce qu'elle porte, sans attendre de retour particulier? C'est une nuance très fine, mais c'est peut-être la nuance la plus importante de tout ce dont nous parlons ce soir. Une femme peut expliquer quelque chose sans se justifier. Elle peut partager sa pensée sans demander qu'on la valide. Elle peut dire ce qu'elle ressent sans attendre que l'autre lui confirme qu'elle a le droit de le ressentir. Tout est dans cette différence d'ancrage intérieur. Les mêmes mots, prononcés depuis deux lieux différents en soi, produisent des effets radicalement opposés dans l'inconscient de celui qui écoute. Pensez à cela un instant. Deux femmes peuvent dire exactement la même phrase. L'une sera perçue comme demandant approbation, l'autre sera perçue comme offrant simplement sa vérité, et l'on sentira, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, laquelle des deux est en position intérieure haute. L'inconscient collectif reconnaît immédiatement la différence. Il la reconnaît dans le rythme de la voix, dans le regard, dans la manière dont la phrase se termine. Une femme qui se justifie laisse ses phrases flotter en l'air, comme une question silencieuse. Une femme souveraine les pose, comme on pose un objet précieux sur une table. Cette position intérieure haute, elle ne s'acquiert pas par un exercice, ni par une méthode. Elle naît lentement, à travers les années, à travers les épreuves, à travers les silences que vous avez appris à habiter. Elle naît de toutes les fois où vous avez été incomprise et où vous avez survécu à cette incompréhension. Elle naît de toutes les fois où vous avez voulu vous expliquer et où, pour une raison ou une autre, vous vous êtes tu. Elle naît finalement d'une longue conversation avec vous-même que personne d'autre n'a jamais entendue et que personne d'autre ne pouvait tenir à votre place. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme de ce long travail intérieur par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment, distincte de toutes les voix qui ont voulu la définir. Cesser de se justifier, c'est sans doute l'une des manifestations les plus visibles de ce processus. C'est le moment où une femme réalise que sa valeur n'est pas en discussion, qu'elle n'a pas à la prouver, qu'elle n'a pas à la défendre devant un tribunal intérieur ou extérieur. Sa valeur est, simplement. Et cette évidence intérieure, une fois installée, ne se laisse plus déloger par aucun regard. Et c'est ici que tout se renverse véritablement. Tant que vous expliquiez, vous donniez le pouvoir, non pas à l'autre, qui ne l'avait jamais réclamé aussi clairement, mais à l'idée que vous vous faisiez de son jugement. Vous offriez à cette idée une place centrale dans votre vie intérieure. Et cette place organisait, à votre insu, tous vos gestes, toutes vos paroles, toutes vos tentatives d'être. Lorsque vous cessez de vous justifier, vous ne reprenez pas le pouvoir à l'autre, vous le reprenez à l'idée que vous vous faisiez de lui. Et cette reprise silencieuse est peut-être le geste le plus puissant qu'une femme puisse poser dans sa vie. Ce n'est pas un geste de rupture, ce n'est pas un geste de guerre, c'est un geste de retour, un retour chez soi, un retour à cette part de vous qui a toujours su, mais que vous aviez cessé d'écouter. Et dans ce retour, vous ne gagnez rien contre personne. Vous retrouvez simplement ce qui vous appartenait depuis toujours et que vous aviez prêté, par amour ou par fatigue, à quelqu'un qui ne savait pas le porter. Cela ne demande pas d'éclat, cela demande juste une décision intérieure et la fidélité à cette décision, jour après jour, dans le secret de votre propre cœur. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une part de vous, depuis longtemps, attendait simplement d'entendre ces mots posés dans cet ordre précis. Peut-être avez-vous déjà commencé ce chemin sans savoir le nommer. Peut-être êtes-vous à son seuil, hésitante, devinant sans encore oser. Il n'y a rien à forcer. Ces choses-là se font à leur propre rythme, selon une sagesse intérieure
qui n'obéit à aucun calendrier extérieur. Laissez simplement l'idée faire son chemin en vous, comme une eau qui trouve lentement sa pente. Et si cette vidéo vous a accompagné dans un moment de votre vie où vous en aviez besoin, alors peut-être que quelque chose en vous était prêt à l'entendre. Ce quelque chose sait, il a toujours su, il attendait seulement que vous lui prêtiez, enfin une oreille attentive. Je vous laisse maintenant à votre propre silence, qui est infiniment plus sage que toutes les paroles que je pourrais encore ajouter. Prenez soin de cette part souveraine en vous. Elle est votre trésor le plus ancien, et elle ne demande rien, sinon que vous cessiez de la faire taire.